Bien, bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents pour cette conférence du CNES, donc l'Agence spatiale française, et de l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Aujourd'hui, on va parler de l'exploration de l'espace. Ouais, vous allez voir, hein, Julie, on va parler d'exploration du système solaire avec différents engins comme les sondes ou les rovers. Et aussi, dans une deuxième partie, on parlera d'exploration de l'univers lointain avec des télescopes dans l'espace totalement révolutionnaires. Alors justement, pour la partie système solaire, qui va être la première partie, on a le plaisir d'avoir avec nous Charles Yana, qui est chef de projet de l'instrument martien Microlibs au CNES. Charles, je t'invite à nous rejoindre. Et enfin, je vais inviter Olivier Vitas, qui est responsable scientifique de la mission JUICE à l'ESA. Merci beaucoup de nous rejoindre. Alors on va commencer par jeter un petit coup d'œil dans le rétro. Alors notre système solaire compte 9 planètes, dont la Terre évidemment, qui est en 3e position depuis le Soleil, à quelques 150 millions de kilomètres du Soleil. Charles, est-ce que tu peux nous raconter comment cette exploration du système solaire a commencé et où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Avec plaisir. Alors c'est un vaste sujet, hein, évidemment, l'exploration du système solaire. On a commencé dans les années 50, 60, vous m'entendez mieux ? Parce que c'est quelque chose qu'on a toujours voulu faire, évidemment, aller le plus loin possible et explorer autour de nous. Donc dès qu'on a commencé à envoyer les premiers satellites dans l'espace, donc c'était Sputnik, en 1957, un peu plus près, on a eu assez rapidement l'opportunité d'aller loin. On a envoyé des sondes, et quand je dis on, c'est la communauté scientifique globale, donc notamment les Américains ont envoyé des sondes pour aller observer Mars dans les années 60. Dans les années 70, on est allé de plus en plus loin. Pas forcément toujours de manière incrémentale. Des fois, on est allé très loin. Des fois, on est allé un peu plus près. Entre-temps, on s'est rapproché de planètes comme Vénus, Mercure, qui sont plus proches de nous que d'autres planètes lointaines comme Jupiter et Neptune, mais pas forcément plus proches du Soleil, donc pas forcément beaucoup plus accessibles. Et donc, on a, moi j'aimerais quand même mentionner les sondes Voyageurs qui sont parties dans les années, je crois, 1977. Ce sont deux sondes américaines de la NASA, qui sont toujours, ça fait plus de 45 ans, qui sont sortis maintenant du système solaire et qui sont en train d'explorer l'univers très lointain. Au début, c'était pour aller observer les planètes les plus lointaines, et là maintenant, on est vraiment au-delà du système solaire. Ça fonctionne toujours, on continue. C'est celle qu'on a à l'image juste derrière nous, la sonde Voyager. C'est ça, c'est voilà. Des missions complètement folles, parce que se dire que ça, la plupart des gens qui travaillent aujourd'hui sur ces missions étaient même pas nés au moment où les missions sont parties. C'est fou. Et entre-temps, il y a eu plein de missions d'exploration. Donc on peut citer tout le programme, on va y revenir un petit peu après je pense, mais tout le programme d'observation et d'exploration de la planète Mars. On va ici, je pense, un petit peu expliquer pourquoi on va vers Mars, mais parce que c'est quand même la planète qui est la plus accessible pour nous depuis la Terre. Et on a aussi eu des sondes qui sont allées s'approcher de comètes, d'astéroïdes, toutes les planètes du système solaire, je pense, qui ont été visitées. Et quand on parle d'exploration, ça veut dire plein de choses, en fait, l'exploration. Mais il faut retenir que c'est globalement observer. On peut observer depuis la Terre, on peut observer depuis les satellites qui orbitent autour de la Terre, mais le mieux, c'est quand même de se rapprocher le plus possible. Donc on peut envoyer des sondes, des robots, qui vont tourner autour de la planète ou autour de l'astre qu'on cherche, de l'objet céleste qu'on cherche à visiter. Donc on appelle ça des orbiteurs. Donc on allait orbiter autour de plein de planètes. Le Graal, pour les équipes scientifiques, c'est de se poser. Donc on fait des fois, en fonction des missions, quand on a la possibilité, des atterrisseurs. Des fois on s'approche, des fois on touche, des fois on se pose, des fois on reste longtemps, des fois on touche quelques heures, quelques journées et on repart. Donc vraiment il y a une quantité énorme de missions qui permettent de faire ça. On les a sur l'image juste derrière nous. Est-ce que tu peux nous résumer les types d'engins qu'on peut utiliser pour faire de l'exploration ? Il y en a plusieurs là. Voilà, donc là, ce sont de Mars. les engins autour de Mars. Donc ce que vous voyez, ce sont deux types de robots qui nous permettent d'explorer la planète. Donc vous voyez les deux images du haut et l'image en bas à gauche. Ce sont on appelle ça des robots ou des atterrisseurs. Donc, qui sont sur Mars. Donc, ce sont les robots de la NASA qui s'appellent Curiosity est en bas, Perseverance est en haut. Et en haut à droite, c'est un atterrisseur qui s'appelle InSight. Donc, ce sont 3 missions qui sont parties successivement vers Mars assez récemment, 2012, 2018 et 2021. Donc, les missions se sont vraiment enchaînées.
avec des objectifs, on va dire, distincts, des objectifs différents. Les deux robots, les deux rovers véhicules sont toujours en train d'explorer la planète Mars, alors que la sonde InSight s'est arrêtée en fin 2022, parce que ce que vous voyez à gauche et à droite, les deux oreilles de Mickey, là, ce sont deux panneaux solaires, et sur Mars, il y a beaucoup de poussière, beaucoup de vent, et en fait, la poussière s'est déposée sur les panneaux solaires, et donc la mission s'est arrêtée après 4 ans de mission, alors que le rover Curiosity que vous voyez là, lui, ça fait déjà depuis 2012, donc depuis 13 ans, qu'il est en train d'explorer la planète rouge. Et les autres, les espèces de satellites que vous voyez, en fait, ce sont des orbiteurs. Donc, ils se mettent autour de la planète pour l'observer. On peut prendre des images, on peut faire des spectres. Enfin, il y a toute une gamme d'activités scientifiques qu'on peut faire autour de la planète, mais retenez que c'est de l'observation. On met toute une gamme d'instruments dessus et on observe la planète depuis l'orbite. Et ce qu'on est capable de faire aussi, et qui est très important pour nos missions, c'est de relayer les données. Parce que les rovers que vous voyez n'ont pas la capacité, de manière nominale, à renvoyer ces données sur Terre. Et si vous avez un robot qui prend plein d'images, mais qui n'est pas capable de vous les renvoyer sur Terre, bon, bah, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, c'est pour ça qu'on a à la fois le besoin d'envoyer des orbiteurs pour explorer la planète, mais surtout aussi, pour la partie robotique de surface, de transférer les données depuis le robot vers la Terre. Le robot, le rover à la surface de Mars, ne renvoie pas les données directement vers la Terre. Il les renvoie à un orbiteur 2 fois par jour, quand il passe au-dessus de lui, et ensuite l'orbiteur renvoie les données vers la Terre. Et le même chemin inverse, c'est vrai aussi, quand on a besoin d'envoyer des commandes aux robots en surface, eh ben on passe par des orbiteurs. Donc là, je pense qu'on voit MRO, Odyssey. En bas à droite, je crois que c'est une sonde qui s'appelle Maven, qui avait une orbite un peu elliptique, un peu particulière. Donc voilà, on a vraiment toute une gamme on a dit spacecraft en anglais, d'engins spatiaux pour permettre l'exploration. Et c'est vrai que Mars, c'est vraiment la planète, je pense, sur laquelle on est allé le plus souvent avec le plus d'énergie, on va dire. Il faut rappeler qu'on est à 400 millions de kilomètres. C'est 1000 fois la distance Terre-Lune environ. Oui, en moyenne, 400 millions, ça, on va dire que les deux planètes tournent autour du Soleil, donc elles sont, je crois que ça, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est entre 50 millions et 700 millions, mais en moyenne, voilà, il faut retenir 400 millions de kilomètres et à peu près une vingtaine de minutes pour que les informations puissent être transférées depuis Mars vers la Terre. Donc on n'a pas la capacité sur ces missions-là de faire des opérations en temps réel. Des opérations, ça veut dire piloter notre instrument sur Mars. Donc typiquement, les rovers, on n'a pas la capacité de lui dire « tu vas à gauche, tu roules sur 10 mètres, tu nous envoies les images, et après on te dit si tu vas à gauche ou à droite ». Ça ne fonctionne pas comme ça. On fait des activités pour la journée entière. On va en parler plus longuement tout à l'heure de Mars. Absolument. Merci beaucoup, Charles. Donc, maintenant qu'on a compris avec quel type d'engin on peut visiter le système solaire, donc tu as parlé d'orbiteurs, atterrisseurs, rovers, mais on va commencer petit à petit un voyage tous ensemble dans le système solaire en s'éloignant progressivement de la Terre. Donc, si on commence petit à petit, quand on voyage dans le système solaire, on va rencontrer la sonde Bepi-Colombo, qui est actuellement en route vers Mercure. On la voit sur l'image ici. Elle a été lancée en 2028, non pas du tout, en 2018 sur une fusée Ariane 5, qui est un lanceur européen. C'est le précurseur d'Ariane 6. Olivier, est-ce que toi, tu peux nous parler un petit peu de Bepi, de ses objectifs et de la mission de manière générale ? Oui. Bonjour à tous. Donc déjà, c'est une mission un peu particulière pour comparer à ce qui vient d'être dit. Sur l'image que l'on voit, en fait, ce n'est pas un satellite, mais 2 voire 3 satellites. Parce que Bepi-Colombo, c'est une mission donc, de l'Agence spatiale européenne à destination de Mercure. Mais c'est une collaboration très forte avec l'Agence spatiale japonaise. Et donc, ce que vous voyez ici, en fait, c'est 2 satellites qui sont pour le moment collés l'un à l'autre et qui sont emmenés vers Mercure avec un 3e satellite qui est un module de service pour être sûr que ces 2 satellites vont arriver à destination avec la bonne propulsion. Donc c'est encore un modèle de mission un petit peu particulier où il y a plusieurs satellites qui sont collés pendant le voyage et ensuite quand ils vont arriver à destination, ils vont se séparer. Donc le principal but de la mission, c'est d'étudier Mercure, qui est une planète assez mystérieuse. Si on compare aux missions martiennes et Vénus, où il y a énormément de missions, en fait il y a eu très peu de missions sur Mercure. Ce n'est pas une cible ou une planète très facile à atteindre, donc il y a plein de mystères et notamment on veut comprendre les propriétés d'une planète qui est très proche de son étoile, donc le Soleil. Comment réagit la surface dans un environnement extrême avec des forts changements de température entre le jour et la nuit,
Le champ magnétique, Mercure, c'est une des 3 planètes ou lunes rocheuses qui contient un champ magnétique. Donc si on veut comprendre les phénomènes de champ magnétique dans le système solaire, étudier Mercure, c'est extrêmement intéressant. Et enfin, comme c'est une planète proche de son Soleil, on aime bien faire les analogies avec les exoplanètes. Alors même si Mercure, ce n'est pas une planète qui ressemble beaucoup aux exoplanètes connues, étudier une planète très proche de son Soleil, c'est aussi intéressant pour tout ce qui est science exoplanète. Merci Olivier. Alors on estime que Bepi Colombo va se mettre en orbite de Mercure en novembre 2026. À quoi on peut s'attendre véritablement quand Bepi Colombo va se mettre en orbite? Est-ce que c'est de la prise d'images? Quel type de données on cherche à recevoir? Déjà, au niveau orbitographie, c'est assez compliqué parce qu'il faut que les 3 satellites dont j'ai parlé se séparent. Donc en fait, il faut être un peu patient, mais en septembre prochain, le module de service aura fini son travail. Et donc, on pourra considérer que les 2 satellites seront à proximité de Mercure. Et ensuite, ça va prendre encore quelques mois pour que les 2 satellites se séparent et rentrent en orbite autour de la planète. Et ça va prendre encore quelques semaines pour atteindre l'orbite finale. Donc quand on dit qu'on arrive à Mercure, en fait, c'est assez compliqué. Il faut vraiment plusieurs semaines et plusieurs mois pour arriver à l'orbite qui est utile pour la motion scientifique. Donc on va commencer en avril 2027 pour 1 an de mission. Et là, c'est une mission extrêmement interdisciplinaire en termes de science. Il y a plus de 10 instruments sur chaque satellite. Donc on va prendre des images. Donc il y a des expériences de télédétection. On veut connaître l'environnement spatial, donc tout ce qui est champ magnétique, particules, ça va marcher aussi tout le temps, et des expériences de géophysique, laser altimètre, gravité, champ magnétique, pour savoir ce qui se passe à l'intérieur de Mercure. Donc c'est vraiment une science extrêmement riche, on va toucher tous les aspects de cette planète. Eh bien, on va se focaliser maintenant sur la planète Mars avec toi, Charles. Pourquoi les agences spatiales se concentrent concentre beaucoup d'efforts aujourd'hui sur la planète Mars? Parce que c'est la planète qui est la plus accessible, honnêtement, depuis la Terre. Et puis c'est celle qui ressemble le plus à la Terre. Elles ont été formées à peu près au même moment. Elles ont évolué de manière différente. On ne comprend pas complètement encore pourquoi. On connaît la Terre, les océans, la planète bleue, l'atmosphère, la vie, tout ça. Sur Mars, une évolution a été complètement différente, alors qu'elles sont nées en même temps il y a 4,5 milliards d'années. On cherche à comprendre pourquoi, et ça regroupe plein de disciplines scientifiques. Alors il y a aussi à l'origine la question de la recherche de la vie. Est-ce qu'il y a de la vie sur Mars? Alors on sait aujourd'hui que si on arrive en surface de Mars, on ne trouvera pas de vie. Donc les missions qu'on envoie sur Mars, il y a beaucoup de robots. On n'y va pas pour trouver de la vie à la surface de Mars. Ce n'est pas pour ça que les robots atterrissent à la surface. Par contre, on peut chercher des traces alors en particulier la vie, on relie ça à l'eau, et donc on a beaucoup de missions qui partent chercher l'eau. À un moment donné, c'était un peu le mantra de la NASA de dire, voilà, on cherche l'eau. Tout ce que vous voyez là, on voit des fois même depuis l'orbite des canaux, des traces vraiment, des deltas de rivières. Donc on pense depuis l'orbite qu'il y a eu des lacs, qu'il y a eu des rivières sur Mars, il y a très très longtemps. Mais le seul moyen vraiment d'en être sûr, c'est d'aller sur place et d'analyser les roches, typiquement des argiles. Olivier en parlera beaucoup mieux que moi, mais on a cette capacité à aller dire si les roches qu'on analyse à la surface de Mars sont des traces en fait d'anciens passages d'eau, et ça a été le cas sur le cratère Gale où on est allé avec le rover Curiosity en 2012. L'analyse des roches sur place, in situ, a permis de montrer que en fait, c'était un ancien lac et que les conditions d'habitabilité de Mars étaient présentes. S'il y avait eu de l'eau, il y a eu de l'eau à l'époque à l'intérieur de ce cratère, c'est de l'eau qu'on aurait pu boire. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu la vie, ça ne veut pas dire qu'on a trouvé quoi que ce soit d'organique à cet endroit-là, mais on a trouvé les traces, on sait qu'il y a eu de l'eau à ce moment-là, et ça c'est fait en faisant de la géologie, en analysant les roches avec les robots qu'on envoie. Donc quand je dis robots, ce que mentionnait aussi tout à l'heure Olivier, chaque robot est bardé d'instruments. Il y a une dizaine d'instruments scientifiques sur chaque robot, et chaque instrument a un rôle particulier. Alors, il y a des caméras pour faire de la navigation, il y a des foreuses, il y a des instruments pour analyser, je mentionnais l'analyse des roches, il y a des instruments pour analyser l'atmosphère. Sur le dernier, il y a des fois même des démonstrations technologiques. Sur le dernier rover qui s'appelle Perseverance, il y avait un instrument dont l'objectif, qui s'appelle MOXIE, qui est toujours en train de fonctionner, est de transformer le CO2
en oxygène. Parce qu'on sait que sur Mars, l'atmosphère, beaucoup de CO2, c'est typiquement le gaz c'est ce qu'on rejette, le CO2 quand on respire. Et donc nous, on a besoin pour respirer d'oxygène. Et donc on s'est posé la question, est-ce qu'on est capable sur Mars de produire de l'oxygène à partir de ce dioxyde de carbone? Et donc l'expérience MOXIE a montré que c'était faisable. Après, c'est de la démonstration technologique. C'est-à-dire que là, en 2 ans, à l'époque, ils ont fait un bilan au bout de 2 ans de mission. L'instrument a produit suffisamment d'oxygène pour qu'un astronaute tienne 5 minutes à la surface de Mars. Donc, mais c'est les premières étapes, c'est les premières pierres vers l'exploration et peut-être un jour habiter de Mars. Donc c'est tout ça qu'on va chercher sur la planète Mars. On va aussi, des fois, avec par exemple de la sismologie, on va aller étudier les tremblements de terre sur Mars. Pourquoi? Parce qu'en étudiant les tremblements de terre, ça nous donne des informations sur l'intérieur de la planète, sur le noyau, la taille, est-ce qu'il est liquide, est-ce qu'il est solide. Et tout ça, en tirant un peu la pelote, ça nous donne des informations sur les origines de la planète, sur comment elle s'est formée, sur comment elle a pu évoluer, quelle est la taille de la croûte, du manteau, l'interface entre le manteau et le noyau, tout plein de questions scientifiques qui sont complètement différentes de l'interaction dans l'atmosphère entre les nuages de dioxyde de carbone et l'atmosphère. Pourquoi Mars a perdu son atmosphère? Donc on n'aura pas assez de temps pour lister tous les sujets d'études de Mars, mais c'est vraiment la planète, on va dire, sœur de la Terre, et c'est vraiment pour ça qu'on y va. Et tout à l'heure, sur tous les robots qu'on a montrés, il y avait il y avait 2 rovers, un lander, un atterrisseur et des orbiteurs. J'aurais aussi mentionné que la dernière mission, Persévérance, avait à son bord un petit hélicoptère. Donc ça aussi, ça c'était quelque chose de complètement fou. Les Américains ont réussi à faire voler un petit drone sur Mars. Donc évidemment, l'étape d'après, c'est un plus gros drone que les Américains sont en train de développer. On travaille sur des concepts aussi en Europe là-dessus. Donc une grosse plateforme qui s'appelle Chopper et qui va aller être capable, elle, de voler vraiment sur Mars et d'aller dans les canyons et dans des endroits inaccessibles par des rovers. On va en parler des missions du futur tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous faire un petit point, et on l'a évoqué aussi un peu précédemment, sur les missions actuelles qui scrutent la planète Mars? Alors, les 2 rovers, Curiosity et Perseverance, sont toujours opérationnels sur Mars. Donc depuis 2012, et Perseverance a atterri en 2021. Les orbiteurs, eux, il y en a quelques-uns. Il y a MRO, il y a Odyssey, il y a TGO de l'ESA, Mars Express de l'ESA aussi, qui est depuis plusieurs années maintenant autour de Mars. Et TGO, celui-là, il a été très important parce qu'il est arrivé en orbite autour de Mars en 2016 et il a permis de faire exploser la quantité de données qu'on est capable de rapatrier de Mars vers la Terre, en particulier sur toutes les missions qui sont arrivées sur Mars après 2016, en termes d'opération et de flexibilité pour renvoyer toutes les données vers la Terre. Ça a été génial. Et je ne parle même pas de toute la partie observation scientifique de TGO. Il y a aussi une mission des Émirats Arabes Unis qui s'appelle HOPE, qui est, je crois, toujours en train de fonctionner autour de Mars, un orbiteur. Et il y avait une mission MUM Mars, je ne sais plus le nom, l'acronyme exactement, mais ça s'appelait MEM. Une mission de l'Inde, l'agence spatiale indienne, l'ISRO, qui, elle, s'est arrêtée en 2022. Donc il n'y a pas que les Américains et les Européens qui sont capables d'aller autour de Mars. Il y a aussi les nouvelles nations un peu plus émergentes, on va dire. Donc il y a 8 sondes, ces satellites qui sont autour de la planète Mars et qui la scrutent de façon hyper précise. Et puis donc 2 rovers, pour résumer, Curiosity et Persévérance. C'est ça, 2 rovers. Il y a eu un rover chinois qui s'appelait Zhurong, qui a atterri en même temps que Persévérance, mais qui lui a arrêté de fonctionner. Il avait des panneaux solaires, il s'est ensablé et donc la mission s'est arrêtée beaucoup plus vite que Persévérance, parce que Persévérance, tout au fond, il a tout au fond, il a un réacteur nucléaire qui lui fournit de l'énergie pour 40 ans. Donc pour ces rovers-là, l'énergie, ce n'est pas vraiment une problématique. Et je crois que ce sont les deux seules missions en surface fonctionnelles actuelles. Voilà, donc le rover Persévérance, c'est celui qu'on a à l'image. Quelles sont les futures missions d'exploration de Mars auxquelles on participe au CNES, l'Agence spatiale française? Alors sur Mars, il y a la mission de l'ESA ExoMars qui devrait partir, on l'espère, en 2028. Alors là, ce qu'on voit, c'est une autre mission qui n'est pas directement sur Mars, qui est sur les lunes de Mars. Donc on va aller explorer les lunes de Mars, donc Phobos et Deimos. Et donc c'est une mission de la JAXA, une mission japonaise qui s'appelle MMX
Et donc on va avoir un orbiteur qui va aller observer Phobos, ça va aller observer un petit peu Deimos aussi. Phobos et Deimos, ce sont les deux lunes de Mars qu'on connaît moins. On ne s'est jamais vraiment trop rapproché de ces lunes-là. Donc on aimerait comprendre comment elles se sont formées. On pense que c'est un énorme corps céleste qui allait percuter la planète. Et donc la matière s'est agrégée et ça a créé ces lunes-là. Et à bord de la sonde MMX, il y a un petit rover que vous pouvez voir en l'occurrence sur le stand du CNES qui a été fait, voilà, il est là, il s'appelle IDFix et lui, il va aller rouler sur Phobos. Alors ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait, rouler sur un corps quasiment sans gravité. On est sur vraiment, alors c'est entre la science et la démonstration technologique. Et ce petit rover, il a été fait par le CNES et par le DLR, l'agence spatiale allemande, à peu près moitié. Donc il n'est pas énorme, c'est pas un gros rover comme Curiosity et Perseverance, mais là on va chercher à montrer qu'on est capable de rouler sur ces corps-là. Si vous roulez trop vite, qu'est-ce qui se passe? Vous décollez et vous ne retouchez plus jamais le sol. Et vous partez dans l'univers lointain, il n'y a pas d'atmosphère. La gravité est très faible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le phénomène qui vous attire, qui vous colle à la Lune. C'est ça qui est difficile sur ces astres-là, comme ça a été le cas, si vous vous rappelez, de la mission Philae sur une comète à l'époque, sur Churyumov-Gerasimenko. On a vraiment eu du mal à rester accroché à la surface. On a rebondi plusieurs fois. C'est une des problématiques des petits corps, c'est le manque de gravité pour pouvoir se poser dessus. Et donc là, on espère pouvoir se poser. Alors se poser, s'approcher, c'est une chose. Se poser, c'est encore une chose. Mais alors rouler dessus, c'est encore le step au-dessus. Et cette mission-là va ramener des échantillons de Phobos. Donc l'orbiteur que vous voyez au fond à gauche va se poser, va déposer l'atterrisseur et va faire un prélèvement de roches à la surface de la Lune et les ramener sur Terre. Merci beaucoup Charles, on aurait envie de parler de Mars pendant des heures, mais on va continuer notre voyage à travers le système solaire. Donc on est passé de Mercure à Mars, maintenant je voudrais qu'on aille vers Jupiter, puisqu'on a avec nous Olivier qui est le responsable scientifique de la mission JUICE. Olivier, est-ce que tu peux nous parler de cette superbe mission JUICE et de ses objectifs? Ouais, alors je suis d'accord, c'est une superbe mission. Il faudra être un peu patient pour avoir les résultats. Je pense qu'on en entendra parler dans 5 ans, puisqu'on va arriver vers Jupiter en 2030-2031. On est en route, on a décollé il y a 2 ans. Et en fait, ce que vous voyez sur l'image, en fait, ça résume vraiment bien la mission. Donc on voit le satellite, à quoi il ressemble. Donc c'est un satellite de 6 tonnes avec des panneaux solaires énormes, parce qu'on est loin du Soleil. Bourré d'instrumentation pour étudier le système de Jupiter, donc la planète géante qu'on voit au milieu de l'image. On veut comprendre l'atmosphère, le champ magnétique, toutes les petites lunes de Jupiter, et en particulier les grosses lunes que vous voyez sur cette image. Donc à gauche, on voit Ganymède, et les 2 lunes un peu plus petites sur la droite sont Europe et Callisto. Donc c'est ce qu'on appelle les lunes glacées de Jupiter. Et une des grosses particularités de ces lunes, c'est qu'on est à peu près sûr qu'il y a de l'eau liquide à l'intérieur de ces lunes. Donc si on pouvait creuser la surface glacée de ces lunes, au bout de quelques kilomètres, dizaines de kilomètres ou centaines de kilomètres, on trouverait de l'eau liquide. Et la recherche de l'eau liquide, c'est une grande quête de l'exploration, puisque qui dit eau liquide dit possiblement apparition de la vie, que ce soit dans le passé ou dans le futur. Donc c'est un des objectifs majeurs de la mission. Et alors JUICE, elle a été lancée en 2023, encore une fois sur une Ariane 5. C'était l'avant-dernière Ariane 5. Et elle commence un très long voyage, puisqu'elle se dirige vers Jupiter, qui est à quelques millions de kilomètres de la Terre. Je crois qu'elle effectue ce qu'on appelle des manœuvres d'assistance gravitationnelle pour y arriver. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment il fonctionne ce voyage pour la sonde? Ouais. Donc si on voulait répondre aux scientifiques, faites la science le plus rapidement possible, on emmènerait JUICE sur une roquette énorme, sur une fusée énorme, pardon, et on mettrait 2 ans et demi de voyage pour aller vers Jupiter. Mais JUICE, c'est un satellite qui fait 6 tonnes. Et Ariane 5, elle est puissante, mais elle n'est pas assez puissante pour envoyer la mission directement vers Jupiter. Donc au lieu d'aller prendre la ligne directe, on va faire ce qu'on appelle des assistances gravitationnelles. Donc on va utiliser les planètes du système solaire pour gagner de l'énergie et finalement arriver vers Jupiter. Donc pour la mission JUICE, on a prévu 4 assistances gravitationnelles. Donc une qu'on a fait l'année dernière, c'était quelque chose d'assez spécial, c'était un survol de la Terre et de la Lune en une fois. Donc ça s'est très bien passé. En août prochain, on va vers Vénus, donc on va encore changer la trajectoire. Et ensuite, on aura 2 survols de la Terre en 2026 et 2029 pour la dernière fois. Et cette fois, on aura assez d'énergie, de vitesse, et la sonde sera sur la bonne trajectoire pour arriver vers Jupiter 2 ans et demi après. Donc voilà, c'est un voyage qui fait 8 ans.
à peu près la même durée de voyage que Bepi-Colombo vers Mercure. Donc, aller vers Mercure ou vers Jupiter, c'est le même temps. Ce n'est pas la même distance, mais c'est le même temps. C'est aussi intéressant à noter. Et donc, voilà, pour l'instant, on est en route et tout se passe bien et on croise les doigts que la suite du voyage se passe sans problème. Et juste pour finir rapidement sur JUICE, qu'est-ce qu'on espère trouver au niveau de ces lunes glacées? Qu'est-ce qu'on veut étudier réellement? La principale question, c'est pourquoi il y a de l'eau liquide à l'intérieur de ces lunes. Où est cette eau liquide? Est-ce qu'elle est à 10 km de profondeur, 40 km, 100 km? Combien il y a d'eau liquide? Quelle est sa composition? Et ça nous apportera la réponse à la question, est-ce qu'il y a des mondes habitables autour d'une planète comme Jupiter? Parce que le but, c'est aussi de trouver d'autres endroits que la Terre où la vie pourrait apparaître. Et les lunes glacées autour de planètes géantes sont maintenant une cible de choix pour étudier cette question. Merci à tous les deux pour vos explications passionnantes. Je crois qu'on va faire un petit changement de plateau, Julie, maintenant. Oui, Olivier, on va te libérer pour partir aller explorer l'univers plus lointain. Sachant que Olivier va rester avec nous quand même pour des questions à la fin de la séquence si vous en avez, donc vous inquiétez pas, il s'en va pas très loin. Et on va accueillir Bruno Altieri, qui est scientifique de la mission Euclide. Merci beaucoup de nous rejoindre, Bruno, pour ce panel. Alors, on a commencé ensemble un voyage qui nous a fait voyager à travers le système solaire. Là, je voudrais qu'on se tourne vers l'univers plus lointain. Mais alors, tout d'abord, Bruno, pourquoi est-ce qu'on souhaite explorer l'univers lointain? Alors, pour explorer l'univers lointain, on ne peut pas y aller comme ces missions. C'est trop loin. On ne pourra pas le faire avant très longtemps. Peut-être les distances sont incroyablement grandes dans notre galaxie déjà et au-delà de notre galaxie. Alors, ce qu'on fait, c'est que d'abord, on a commencé à faire des télescopes, des petits télescopes depuis le XVe siècle. Galiléo est un des tout premiers. Alors, et puis, les télescopes ont grandi. Et c'est seulement à partir de la fin du XIXe siècle qu'on a eu des gros télescopes assez grands pour comprendre un petit peu plus notre environnement et voir qu'il y avait des galaxies, pas seulement dans le ciel, des nébuleuses, mais certaines nébuleuses étaient plus loin. Ça a été compris au début du XXe siècle. Et donc, on continue à construire des télescopes de plus en plus grands. Le plus grand qui sera européen, au Chili, fera 40 mètres. Et il y en a plusieurs au monde, américains, européens, japonais, qui font plus de 8 mètres. Mais on ne peut observer que dans certaines longueurs d'onde, la lumière visible ou la radio. Si on veut observer et comprendre l'univers, il faut aller dans l'espace pour voir d'autres longueurs d'onde comme les rayons X ou l'infrarouge. Alors, on a plusieurs télescopes spatiaux et on les envoie surtout de plus en plus vers un point de Lagrange, qui est un point d'équilibre entre la Terre et le Soleil, à 1,5 million de kilomètres. Les 3 missions dont nous allons parler sont là-bas. Elles tournent autour de ce point virtuel et c'est de là qu'on explore. Donc, c'est la curiosité humaine. On ne peut pas y aller, mais on veut comprendre et aller et voir toujours plus loin dans l'univers. Alors la curiosité humaine, je voudrais qu'elle nous amène tout d'abord sur une mission en particulier qui va arpenter les étoiles et cartographier une partie de la Voie lactée. C'est la mission Gaïa que vous voyez s'afficher à l'écran. Bruno, on a très envie d'en savoir plus sur cette mission. Est-ce que tu peux nous la présenter? Alors c'est une mission Gaïa qui a succédé à une autre mission qui s'appelait Hipparcos dans les années 90. Et 20 ans après, on a fait cette mission Gaïa qui est absolument fantastique, qui permet de faire une cartographie de notre galaxie, de mesurer par l'effet de parallaxe la distance et le mouvement de plus de 2 milliards d'objets, 2 milliards de galaxies. Alors vous allez me dire, 2 milliards, c'est beaucoup, mais ce n'est qu'à 1% de notre galaxie. Mais on peut quand même voir une grande partie de notre galaxie, les étoiles massives qui sont loin, ou les étoiles moins massives plus proches. Et donc, il fait ça avec 2 miroirs, et il tournait sur lui-même avec une précision pour pouvoir observer toute la galaxie, tout l'univers, en vrai dire. Et la précision est vraiment fantastique, c'est-à-dire qu'il peut mesurer la précision, la position d'une étoile à la taille d'une balle de golf sur la Lune. Pour vous donner une idée, une balle de golf sur la Lune, c'est la précision à laquelle il peut mesurer la précision des étoiles. Et donc ça c'est unique, et ça a un impact dans tous les domaines de l'astronomie, dans plein de domaines. Et on a beaucoup de résultats scientifiques qui en découlent. Alors la mission vient de se terminer, là, il y a quelques mois. Elle a duré plus de 10 ans. Mais l'analyse des données va durer beaucoup plus longtemps, va durer au moins jusqu'en 2030.
Gaïa est une mission, donc on l'a dit tout à l'heure, de l'Agence spatiale européenne, mais le CNES est très impliqué aussi dans cette mission, notamment au niveau du traitement des données. Charles? Exactement. C'est un des rôles du CNES sur cette mission, c'est de traiter les données. Parce que ce qu'a mentionné Bruno, c'est qu'il y a énormément de données qui sont rapatriées sur Terre. Et ces données, quand elles arrivent sur Terre, elles ne sont pas exploitables directement. Il faut ce qu'on appelle faire du traitement de données. On est là, et là, c'est une quantité de données gigantesque. On est vraiment là dans le big data. Et donc, un seul centre, ce n'est pas un ordinateur ou un serveur qui traite les données. Il en faut une dizaine sur cette mission-là. Ils sont répartis un peu partout en Europe. Et donc, au CNES, on est responsable de 4 chaînes de traitement sur cette mission Gaïa. Et donc, on participe au traitement des données. Et en fait, chaque centre de traitement, chaîne d'acquisition, est spécialisé dans, on va dire, dans une partie scientifique, dans un type de traitement. Ça peut être déterminer la taille de la planète, la distance exacte, son mouvement, sa vélocité. C'est vraiment à chaque fois des métiers, des traitements particuliers. Et donc, ces rôles, en fait, sont répartis dans différents centres. Donc, le centre du CNES fait partie d'un pool, on va dire, de centres scientifiques, et les données s'échangent d'un centre à l'autre. Et en fait, ce qui est fou sur cette mission, c'est qu'il y a tout ce qui se passe à bord dans l'espace, et ensuite, il y a une deuxième étape de toutes les données qui sont échangées, traitées, discutées, transférées sur Terre. Et c'est quelque chose qui peut prendre effectivement beaucoup de temps. Tu viens de mentionner que la mission s'est arrêtée à l'instant, enfin en 2025, je crois que c'était en mars 2025. Il faut savoir que la prochaine grande étape, ça va être de fournir les données en 2030. Donc il nous faut 5 ans supplémentaires, alors qu'on ne va plus rien recevoir, la mission s'est arrêtée. Il faut 5 ans pour traiter les données, se les échanger, décider est-ce qu'on fait beaucoup de traitements sur un petit nombre d'objets ou peu de traitements de grande précision sur un plus petit nombre d'objets. Il y a vraiment des choix scientifiques à faire et donc il y a une coordination scientifique à mettre en place. Et un des rôles du CNES, c'est aussi de financer, de valoriser et d'accompagner les laboratoires français impliqués sur cette mission. C'est un des rôles du CNES, d'être en aide à la communauté scientifique française. Oui, à chaque fois qu'on a un paquet de données qui est traité au sol, en fait, c'est comme si on avait une nouvelle image du ciel, finalement, à chaque fois. Donc on n'a pas fini avec Gaïa. Alors on a aussi des spectres, on a de la photométrie, on a plein d'informations sur toutes ces étoiles. Et l'analyse des données se fait de manière incrémentale. C'est-à-dire que l'année prochaine, à la fin de l'année prochaine, on aura analysé déjà la moitié des données. Pour l'instant, ce n'était que même pas un tiers des données. Et toutes les années, les 10 ans, ça sera seulement en 2030. Et on attend plein de résultats, même par exemple dans le domaine des exoplanètes. On découvre de plus en plus d'exoplanètes avec Gaïa, ou des trous noirs, ce qui nous a beaucoup surpris, des trous noirs très massifs qu'on n'attendait pas. Oui, juste, tu me corriges si je me trompe, Bruno, mais ce qu'il faut rappeler sur ces missions, c'est que les données sont mises à la disposition de la communauté scientifique internationale, c'est bien ça? Voilà, donc une fois que le consortium DIPAC qui traite les données sont données à l'ESA, nous les stockons dans nos archives au Centre d'astronomie spatiale à côté de Madrid, l'ESAC, et elles sont publiques, elles deviennent publiques pour le monde entier. Et on peut les chercher, on peut voir les images. Alors, il n'y a pas d'image avec Isaac, mais on aura d'autres images après. Et voir les catalogues. Toutes les données sont complètement publiques. Eh bien, justement, tu parlais d'images qui ont été prises par Gaïa. On en a 2 qu'on aimerait vous demander de commenter parce que c'est des images assez spectaculaires. En voilà une première. Bruno. Alors, c'est une image de notre propre galaxie, vue un peu par Gaïa, avec toutes les étoiles qu'il a vues pendant plusieurs années. On peut voir le plan de notre galaxie. On voit les 2 galaxies naines dans l'hémisphère sud, qu'on peut voir quand on va en Amérique du Sud, par exemple, les nuages de Magellan, le petit et le grand nuage. Mais, comme vous le voyez, c'est difficile de faire une photo de notre propre galaxie, puisqu'on est dedans. Comme on ne peut pas faire une photo de sa maison quand on est dans la maison. Donc, dans l'image suivante, qui est un modèle, qui n'est plus une image comme celle-là, voilà l'image qu'on a de notre galaxie, faite avec toutes les mesures qu'on a faites déjà pendant plusieurs années. Alors, si on la voit d'en haut, comme j'avais montré hier, vous pourrez voir qu'il y a 4 bras spiraux, mais là, vu par la tranche, vous pouvez voir qu'il y a un noyau au centre, il y a de la poussière dans l'axe, mais elle n'est pas droite aussi, elle est un peu voilée, la galaxie, parce qu'il y a dû y avoir elle s'est faite, la galaxie s'est construite avec une agrégation de petites galaxies qui sont tombées, qui se sont enfouies. Il y a beaucoup de flots d'étoiles différents dans notre galaxie.
Et peut-être que d'ailleurs, les 2 nuages de Magellan, à terme, vont se fusionner avec notre galaxie. Une galaxie est vivante. Elle continue à accréter de la matière, du gaz, de la poussière et des étoiles, d'autres galaxies qui tombent dessus. Merci Bruno, ces 2 images qui sont très inspirantes. Et la mission Gaïa, donc on l'a dit, elle reste dans notre galaxie, mais la science moderne, aujourd'hui, elle va étudier l'univers lointain. Donc je voudrais à ce titre qu'on parle de la mission Euclide, parce que toi, dans ton rôle de tous les jours à l'ESA, tu es scientifique sur la mission Euclide. Bruno, est-ce que tu peux nous présenter ce télescope absolument fabuleux? Alors c'est une mission qui m'est très à cœur, bien sûr. Voici le télescope Euclide que nous avons lancé il y a exactement 2 ans. C'est un télescope modeste de 1,2 mètre seulement de diamètre, mais qui a une qualité d'image exceptionnelle, presque aussi bonne que le télescope Hubble, et qui permet de faire une cartographie, un peu comme Gaïa faisait une cartographie de notre propre galaxie. Celui-ci va faire une cartographie de tout l'univers visible, qui n'est pas caché par notre propre galaxie, donc on évite la galaxie, et on évite aussi le plan de notre système solaire, donc il reste à peu près 1/3 du ciel, qu'on va observer pendant 6 ans, très profondément, dans le visible et dans l'infrarouge, pour voir des milliards, peut-être 10 milliards de galaxies, mesurer tout ce qu'on peut, c'est-à-dire leur masse, leur forme, leur histoire et leur distance. Alors si on peut revenir un petit peu à l'image précédente, c'est une galaxie... alors normalement, il est fait pour la cosmologie, pour vraiment étudier l'évolution des structures dans l'univers, et dû à la matière noire et à l'énergie sombre. Mais bien sûr, ça c'est une des premières images que nous avons montrées. Ça c'est une galaxie très similaire à la nôtre, à notre propre galaxie. Elle a aussi plusieurs bras spiraux. On l'appelle la galaxie cachée. Elle a un nom, IC 342. Mais parce on la voit au travers de notre galaxie. Vous voyez beaucoup d'étoiles. Il y a des galaxies dans l'arrière-plan, mais il y a plein d'étoiles. Donc elle est un peu cachée. Alors vous me direz, oui, des galaxies comme ça, j'en ai vu souvent. Mais celle-là, elle est assez proche, elle est seulement à 10 milliards d'années-lumière. Et là, vous voyez, sa taille entière, c'est la Lune. C'est-à-dire que si on pouvait la voir vraiment, à travers la poussière et notre galaxie, elle est immense. Il n'y a aucun autre télescope au monde qui peut faire une image aussi grande et aussi détaillée. Parce qu'on peut zoomer. Il y a 500 mégapixels et on peut voir toutes des régions de formation stellaire. On peut étudier globalement comment se forment les étoiles, quel est le passé, comment les étoiles naissent, elles vivent et comment elles meurent. Tout ça avec ces images-là. Même si ce n'est pas le but principal d'Euclide de regarder ces galaxies assez proches, on peut faire des images assez fabuleuses quand même de celle-là. Et je crois d'ailleurs qu'on en a une deuxième qu'on souhaitait te demander de commander. Alors ça, c'est plus proche du but. Vous voyez un amas de galaxies qui n'existe que parce qu'il y a de l'énergie noire, de la matière noire qui le tient entre eux. Sinon, toutes les galaxies seraient distribuées uniformément dans l'espace. Mais on voit qu'il y a des amas de galaxies. Cet amas de galaxies est assez massif, est à quelques millions d'années-lumière. Là, on voit la partie centrale, mais il y a 1000 galaxies, alors que dans l'arrière-fond, on voit 100 000 galaxies dans une seule image d'Euclide. Et dans chaque galaxie, il y a 100 milliards d'étoiles. Donc, le nombre est inimaginable d'étoiles qu'il y a rien que dans cette photo. Il y en a beaucoup plus que les grains de sable sur toutes les plages de la Terre. Et on va pouvoir faire plein d'études, comprendre comment est distribuée la matière noire, justement, qui fait que se forment ces amas de galaxies, comment ces structures ont évolué. C'est vraiment ça, parce qu'on a un modèle cosmologique, un modèle standard de la cosmologie qui s'appelle Lambda Cold Dark Matter en anglais, qui explique beaucoup de choses, le fond diffus cosmologique, la lumière initiale du Big Bang, comment se forment ces grandes structures. Mais il y a quelques petites choses. On voudrait mettre un petit peu des contraintes là-dessus. Et on va pouvoir vraiment étudier cela avec Euclide. Donc le télescope spatial Euclide est dans l'espace depuis 2023, hein, c'est bien ça. 1er juillet 2023. Ouais, on a bien compris que la mission avait été d'une importance considérable pour la science. En France, on finance 13 laboratoires scientifiques qui participent à la mission. On a aussi des responsabilités sur ce qu'on appelle le segment Sol. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit, Charles? Oui, le segment Sol, c'est en fait des serveurs, des ordinateurs qui traitent les données et qui les distribuent. Donc sur cette mission, on a la responsabilité de la coordination je crois qu'il y a 9 data centers répartis. Il y en a aux États-Unis, il y en a en Europe.
C'est un travail énorme. Le chef de projet chez nous s'appelle Pierre Cazeneuve. Il passe énormément d'énergie à coordonner tout le monde parce que les données s'échangent, les données transitent d'un centre à l'autre, sont traitées un petit bout par-ci, un autre bout par-là. Donc il faut que tout soit coordonné, que tout soit bien synchronisé. Et c'est un énorme travail et c'est primordial que les données soient bien traitées, que les données soient bien distribuées. Évidemment, des données qui ne sont pas distribuées ne sont pas des données utiles. Et surtout exploitables par la communauté scientifique. On l'a mentionné tout à l'heure. On ne fait pas des projets spatiaux d'exploration pour le plaisir d'envoyer des choses dans l'espace. Même le plaisir de faire voler des hélicoptères sur Mars, c'est fun, c'est sympa, mais derrière, ce qu'on veut, c'est faire de la science, faire avancer la recherche, faire des publications scientifiques, donc par la communauté scientifique mondiale. Et nous, notre rôle, c'est vraiment de favoriser la communauté européenne et française. Et donc, sur Euclide, on est responsable de toute la distribution de ces données scientifiques. Et donc, c'est un rôle très important sur la mission Euclide. On est assez fiers de ça parce que c'est une mission fabuleuse. Et une des particularités aussi du segment sol, c'est que ça évolue souvent. C'est-à-dire qu'on planifie la mission, on prévoit un segment sol 3, 4, 5 ans avant. Et puis les missions sont prolongées. Ah bon, on était prévu pour 5 ans, on va faire 10 ans. Donc tout le monde est content, sauf que nous, derrière, il faut 2 fois plus de traitement de données, 2 fois plus de serveurs. Et donc c'était le cas également pour Gaia. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui continue à évoluer. Le satellite, une fois qu'il est en l'air, il est dans l'espace, on n'y touche plus évidemment. On peut faire quelques mises à jour logicielles, mais globalement, c'est très à la marge. Alors que le segment sol, c'est vraiment quelque chose qui continue à évoluer pendant tout le temps de la mission. Alors, je ne parle même pas de correction de bugs ou de problèmes techniques, mais vraiment, il faut qu'on accommode toutes ces données supplémentaires qu'on reçoit. Alors, on est tous ravis, tous contents de recevoir encore plus de données, mais c'est un vrai travail de traiter ça. Alors, nous avons une très bonne coordination avec le CNES, entre les 2 agences spatiales, avec Pierre Cazeneuve en principe, avec qui je travaille régulièrement. Et les données sont... Le CNES s'occupe du traitement des données. On voit qu'il y a des petits défauts. Vous voyez les petites taches bleues là, ce sont des reflets encore qu'on n'a pas encore enlevés, mais on sait maintenant comment on va faire dans l'avenir. Et à la fin, toutes les données atterrissent dans nos serveurs à l'ESA. Et on attend 10 pétabytes de données. C'est-à-dire que personne ne peut télécharger. C'est-à-dire 1 pétabyte, c'est 1000 terabytes. C'est-à-dire 1 million de gigabytes. Il y a tellement de données, tellement d'images, de catalogues, de spectres, mais on prépare avec des nouvelles technologies pour distribuer ça dans le... Et on a aussi une bonne collaboration avec la NASA, très très bonne avec la NASA, qui a fait les détecteurs infrarouges. Et donc, quand les données seront publiques, on n'a qu'une petite partie qui est disponible pour l'instant, elle sera aussi disponible sur les serveurs aux États-Unis. Et les données seront entièrement publiques pour toute la communauté astronomique mondiale. Et pour l'instant, pendant 1 an, les scientifiques, qui sont 2500 dans le CONSVE, qui traitent les données, qui font partie, ont le droit à ces données de manière prioritaire pour préparer les premiers papiers, pour les modèles cosmologiques. Mais après, toutes les données seront publiques. Et ça sera un peu, dans les serveurs de l'ESA, c'est comme Google Earth. On pourra voir tout l'univers comme on peut voir Google Earth sur notre propre laptop. Oh oui, c'est incroyable. Zoomé à l'infini. Comment elles voyagent ces données, juste pour préciser pour les gens qui nous regardent, comment elles voyagent dans l'espace, en fait, ces données qui sont captées par le satellite spatial Euclide? Alors, on a des grandes antennes. L'ESA a 3 grandes antennes du Deep Space Network. On utilise une en Australie et une à Cebreros, qui est près de Madrid, en Espagne. Ce sont des antennes de 32 mètres, avec des nouvelles fréquences où on peut transmettre plus d'informations. Et tout est piloté par un centre en Allemagne, de l'ESOC à Darmstadt. Et après, les données scientifiques sont distribuées dans toute l'Europe. Et nous, on les récupère enfin en Espagne. C'est un système assez compliqué où le CNES était vraiment un élément fondamental. Mais merci beaucoup. Alors pour finir, dans le cadre de l'exploration de l'univers, on a quand même tous une mission en tête qu'on ne présente presque plus. C'est le James Webb Space Telescope. Ce télescope qui permet presque de remonter dans le temps pour aller explorer et regarder la formation des galaxies. On en a une très belle image ici. Est-ce que pour terminer, vous pouvez nous la commenter, cette image ? Alors, le James Webb est une mission de la NASA, mais à laquelle l'ESA a une très grande participation, même si le design est américain. Et c'est un télescope fabuleux, très complémentaire avec Euclide, c'est-à-dire que Euclide regarde une bonne partie de l'univers entre 5 et 10 milliards d'années, hein, pas au-delà, pas jusqu'à 13 milliards d'années où il y a le début de l'univers, mais on peut voir l'évolution sur une grande partie, sur 2 tiers de l'âge de l'univers, tandis que le James Webb, lui,
avec son miroir de 6,50 m, qui sont des segments hexagonaux qui se sont déployés, qui a coûté 10 milliards de dollars, qui est le Graal, la mission phare en astronomie. Lui, il peut observer vraiment très loin, à l'origine, les galaxies primordiales. Alors là, vous voyez une des galaxies les plus lointaines, dont on a mesuré vraiment sa distance. Elle est à un redshift, c'est-à-dire un décalage vers le rouge de 14. Ça veut dire qu'elle avait environ une galaxie qui était déjà formée et assez massive 300 millions d'années après le Big Bang. Et ça nous pose un problème, hein, parce qu'on a un modèle cosmologique standard qui explique beaucoup de choses, mais on pensait qu'à ces distances-là, on verrait plein de galaxies en train de se former de manière assez turbulente, mais on voit qu'il y a déjà des grosses galaxies, déjà bien formées, et ça reste un mystère, qui remet un peu en question le modèle standard, ou alors il faut l'adapter. Peut-être que les premières étoiles étaient un petit peu différentes, parce qu'à l'origine, il n'y avait que de l'hydrogène et de l'hélium, il n'y avait pas encore d'oxygène, de carbone, donc les étoiles étaient plus massives. Donc on enseigne vraiment depuis 2 ans, c'est une révolution pour essayer de comprendre la formation des toutes premières galaxies dans l'univers, toutes proches, qui se sont formées vraiment très très proches, très très peu de temps après le Big Bang. Et ça, c'est une grande énigme. C'est une mission qui a été lancée par Ariane 5, l'énorme fusée que vous voyez juste, vous sortez derrière, vous retournez, vous voyez là. Imaginez que cette mission-là, ce microscope, a été mis en haut de la fusée Ariane 5, c'est complètement fou. Les Américains nous ont fait confiance pour cette mission fabuleuse, la plus grande mission, le plus grand télescope spatial qu'il y a jamais eu. Et ça, c'est un honneur pour l'Agence spatiale européenne. Et c'est un peu le successeur de Hubble, hein, que beaucoup de gens connaissent. Hubble, qui a été le premier télescope spatial à fournir des images comme ça, très grand public, très spectaculaires. Tout à fait, oui. Hubble continue. On ne sait pas encore pour combien d'années, mais il est toujours financé. 35 ans. Il est en orbite basse. Lui, il n'est pas sur un point de Lagrange. Les trois missions dont on a parlé sont à 1,5 million de kilomètres, 4 fois la distance de la Lune. Mais Hubble, lui, continue toujours à marcher. Et Euclid est complémentaire avec ces 2 missions parce qu'elles ont un tout petit champ de vue. Par exemple, Euclid, en 1 semaine, a observé plus de surface dans le ciel que Hubble en 35 ans. Donc voilà. Mais ils vont beaucoup plus loin dans l'univers. Et donc, tous ces télescopes spatiaux et il y en a un autre qui va être envoyé dans 2 ou 3 ans, qui s'appelle Roman, qui va être un peu à nouveau complémentaire. Charles, sur la mission James Webb, le télescope spatial, la France est une nouvelle fois impliquée, je crois, à travers l'imageur du télescope. C'est la partie qui va fabriquer les images du ciel, hein, tout simplement. C'est ça, l'imageur d'un des instruments qui s'appelle MIRI. Donc c'est MIRIM, ça a été fait avec le CEA de Paris-Saclay. Et donc le CNES a effectivement financé cet imageur qui est couplé avec un autre spectromètre aussi pour faire l'instrument global MIRI. Et c'est un des 4 instruments de la mission James Webb. Donc la France est impliquée et l'Europe globalement effectivement avec la fusée Ariane 5 que j'ai mentionnée. Il a fallu l'adapter. Le 6,50 m, c'est fou comme taille de télescope. Bon, il a fallu replier tout ça, mais c'est énorme. Donc il a fallu adapter Ariane 5 et ça a été une énorme contribution de l'ESA à cette mission, c'est fournir la fusée, le lanceur. Oui, je ne sais pas si on l'a précisé, mais la mission James Webb, c'est une mission chapeautée ou drivée par la NASA. Par la NASA, oui, mais avec une contribution européenne assez importante. Il y a MIRI, l'instrument, mais il y a aussi un instrument entièrement piloté par l'Agence spatiale européenne, un spectromètre dans l'infrarouge, NIRSPEC, qui justement mesure la distance de ces galaxies très lointaines. Un instrument absolument fabuleux. Et c'est important d'être impliqué sur ces missions, parce que parfois, la contribution, on peut considérer que c'est minime, parce qu'on fait un bout d'un des 4, 5 instruments, mais ça donne accès à l'ensemble des données de la mission, en fonction des accords, en fonction des missions bien sûr, mais bien souvent, ça donne accès à l'ensemble des données de la mission, à toute une communauté scientifique, et c'est primordial, c'est important d'être impliqué sur ces aspects-là, je ne veux pas dire ne pas laisser les Américains avoir accès à toutes les données, mais c'est des coopérations, et ça marche très bien au niveau mondial, notamment entre les États-Unis, le Canada, l'Europe, la France. Il y a souvent des accords comme ça, où on contribue d'une manière ou d'une autre, de manière plus ou moins importante, sur la fourniture, sur la mission, et ça donne accès derrière à une communauté scientifique relativement large pour pouvoir exploiter les données derrière. C'est comme ça que ça fonctionne. Merci à tous les deux. On va maintenant passer aux questions du public. Julie, s'il y a des questions dans le public, il y en a une là-bas. Est-ce qu'on peut faire tourner un micro dans le public ? Bonjour madame, bonjour monsieur.
je me permets de vous poser la question, peut-être qu'elle est un peu stupide. Moi, j'ai fait ma thèse au CERN. Donc, j'ai travaillé sur des énergies à 10 puissance 19 électronvolts. Donc, c'était également la recherche des supernovae, etc. Ma question, elle est toute simple. C'est, j'ai jamais vu une selle... Parce qu'on n'entend pas bien. Vous avez entendu ou pas? Si, oui, à peu près, oui. Voilà. Et moi, ce que je vois, c'est qu'entre le CERN, le CERN et le CEA, bon, il n'y a pas de souci, mais entre le CERN, l'ESA et la NASA, enfin, on cherche la même chose, mais il y a une certaine opacité entre les uns et les autres. Et on est tous dans la même, on est tous dans la même recherche. Hein. Moi, j'ai contribué aussi à l'évolution du LHC, le Large Hadronic Collider. Et est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que ça vous aide? Est-ce que voilà, ou est-ce que finalement c'est que pour chez nous et voilà. Alors, ce sont des communautés un peu différentes, la physique des particules et l'astronomie, mais il y a de plus en plus de passerelles quand même, surtout avec la cosmologie. Et par exemple, nous, à l'ESA, on utilise de plus en plus de technologies qui ont été développées au CERN, de distribution des données, de transfert de données, d'analyse. Oui, et on a certains de nos scientifiques qui sont des physiciens des particules. Donc, ce sont des communautés un peu différentes, mais oui, nous travaillons dans le même objectif, de comprendre la matière, l'infiniment petit, qui est plutôt le CERN, et l'infiniment grand, qui est l'astronomie. Mais les deux se rejoignent, oui. Une autre question ici. Une dernière question peut-être, oui? Il y a 2 questions. 2 questions, allez, 2 questions. Bonjour, déjà merci beaucoup pour vos explications. Moi j'avais 2 questions concernant l'eau liquide dans notre système solaire du coup. La première concernant Mars. Ouais. Ah, pardon. Mars. Du coup vous avez mentionné que vous étiez persuadé qu'il y avait de l'eau avant sur la surface martienne. Du coup je voulais savoir déjà il y a combien de temps vous estimez qu'il y avait de l'eau sur Mars. Et la deuxième question que j'avais du coup c'était pour vous. Vous affirmez être sûr et persuadé que sur les lunes de Jupiter, il y a de l'eau liquide. Quelles sont les informations du coup qui vous affirment que c'est le cas? Je te laisse répondre. Je peux faire les deux? Vas-y. Ok, pour l'eau sur Mars, en fait, on a étudié la surface de Mars avec notamment plein d'instruments, notamment des spectro-imageurs pour voir la composition de la surface. Et on en a déduit la détection de certains minéraux qui sont hydratés. Et donc, à partir de ce genre de mesures, on peut remonter dans le passé pour connaître l'histoire de Mars. Et de l'interprétation de ces données actuelles nous dit qu'il y a 3 ou 4 milliards d'années, il y avait de l'eau liquide à la surface de Mars. Donc ça, c'est l'interprétation des données. Et on peut remonter aussi ça au modèle d'atmosphère, parce que pour qu'il y ait de l'eau liquide, il faut qu'il y ait de l'atmosphère. Et on pense aussi que dans le passé, il y avait une atmosphère plus dense qui s'est échappée, parce qu'on sait aussi que le champ magnétique a cessé de fonctionner sur Mars à une certaine période. Donc il y a plein d'informations, indirectes bien sûr, parce qu'on ne va pas remonter dans le passé, qui nous dit qu'il y a 4 milliards d'années, il y avait un océan, peut-être global, à la surface de Mars. En ce qui concerne les lunes glacées de Jupiter, donc oui, j'ai dit qu'on était à peu près sûr qu'il y a de l'eau liquide sur les lunes. Alors en fait, c'est vrai pour donc les 3 lunes qui nous intéressent, c'est Europe, Ganymède et Callisto. Pour Europe, on en est sûr, parce qu'on a des données de surface. En étudiant la glace de surface, on peut en déduire que la glace flotte sur du liquide. Plus on a des données de magnétomètre. Là, c'est un petit peu compliqué, mais si l'eau est salée, on peut mesurer le champ magnétique dû à cette eau salée qui perturbe le champ magnétique de Jupiter. Donc si on a un magnétomètre, même à 400 km de distance, et si l'eau est salée, on peut en déduire qu'il y a de l'eau liquide. Donc sur Europe, on a des données claires là-dessus. Sur Ganymède, c'est aussi pareil. Les données de magnétomètre nous disent qu'il y a de l'eau liquide. Et une mesure assez intéressante, c'est qu'il y a des aurores sur Ganymède à cause du champ magnétique interne de Jupiter. Et la mesure des aurores de Ganymède avec le Space Telescope Hubble nous indique aussi indirectement qu'il y a de l'eau liquide à l'intérieur de Ganymède. C'est assez compliqué, mais on a une réponse. Et pour Callisto, la dernière lune, pour être honnête, il y a un point d'interrogation. Parce que certaines des données, notamment le champ magnétique, sont de moins bonne qualité avec les missions précédentes. Et il y a une certaine ambiguïté quant à l'analyse des données. Donc certaines interprétations nous disent que oui, il y a un océan liquide sous Callisto, et d'autres qui nous disent que c'est un petit peu limite au niveau incertitude. Donc là, la mission JUICE
Je pense qu'on enlèvera le point d'interrogation parce qu'avec l'instrument qu'on a à bord, on pourra dire si oui ou non il y a de l'eau liquide. Donc voilà, pour répondre à votre question. Merci Olivier. Est-ce qu'on a une autre question du public? Il y en a une autre, je crois, oui. Donc, je demande pourquoi est-ce... donc, je demandais pourquoi... Est-ce que tu peux parler plus dans le micro? Colle-le à ton menton. Donc, je demande... Tu te le colles sur le menton, ouais. Très bien. Ah, ok. Donc, je demandais pourquoi est-ce qu'on ne cherche pas à faire des études à la fois avec des météorologistes, parce que moi je conçois le monde un peu comme une fractale, et donc comme vous pouvez avoir des planètes qui fonctionnent différemment entre elles, on pourrait avoir un univers qui fonctionne un peu comme la Terre, de par sa complexité, et puis sinon sinon, au lieu d'imaginer que lorsqu'on a un phénomène d'un extrême à un autre, souvent il y en a plus de différences entre une extrémité et le centre qu'entre les extrémités et entre chacune des extrémités. Alors, j'ai pas compris toute la question, mais au niveau si j'ai compris, la collaboration avec les météorologistes, en fait, voilà, dans mon domaine, on travaille sur l'exploration du système solaire, mais on n'oublie pas que la Terre, c'est une planète, et donc dès qu'on peut, on collabore avec les experts terrestres. Et selon les planètes, ça a plus ou moins de sens. Par exemple, quand on a fait des missions vers Vénus dans le passé, puis quand on en fera plus tard, hein, Vénus, avec le système de l'atmosphère et l'effet de serre, c'était très important qu'on collabore avec les experts terrestres qui font de la météo, atmosphère, et avec les analystes qui étudient les données de Vénus, par exemple. Et c'est la même chose sur Mars. Donc, en fait, et la même chose sur Jupiter. Donc, en fait, il y a une très forte collaboration entre les différentes expertises, que ce soit planètes dans les différents domaines, mais aussi entre les planètes et la Terre. Donc je disais ça parce que vous cherchez à comprendre pourquoi on trouve des grandes galaxies alors qu'on n'était pas censé en trouver. Et je me suis dit que peut-être la météorologie pourrait vous aider en faisant le lien avec des ouragans. Ah ok, donc ça c'était plus pour mon collègue Bruno, les galaxies. Alors, il n'y a pas de lien direct entre la météorologie et les galaxies primordiales. Mais oui, on a des mystères qu'on essaye de comprendre en impliquant beaucoup d'experts dans différents domaines pour essayer de comprendre comment ces galaxies se sont formées si rapidement. Mais c'est de la physique vraiment. Et les missions sont souvent décidées par selon les recommandations d'organismes scientifiques, de nationaux, internationaux, le COSPAS, ce genre de choses, qui définissent globalement la stratégie globale d'exploration, d'exploration de l'univers. C'est pareil pour l'observation de la Terre. Il y a vraiment des organismes dont le rôle, c'est de prendre un peu de hauteur, pas être expert dans chaque domaine, en s'appuyant évidemment sur les experts, mais de faire des recommandations d'assez haut niveau sur quelles seraient les stratégies pour la suite. Après, les agences, la NASA, l'ESA, suivent ou ne suivent pas. Mais voilà, il y a vraiment des organismes, une grande coopération internationale dans le domaine pour définir en gros à quelles questions on aimerait répondre et vers quoi on va pouvoir aller dans les 10, 20, 30, 40 prochaines années. Bien. Des fois, on a des choses qu'on a envie d'explorer, mais on sait qu'on n'a pas encore la technologie. Donc, on sait qu'on le fera plus tard. Merci beaucoup à nos trois experts. On va clôturer ici parce qu'on a le F-16 qui va bientôt décoller. Je pense que ce qu'on peut retenir comme mot de fin, c'était la coopération internationale que vous avez évoquée tout à l'heure, qui est très inspirante et qui est une force motrice pour aller relever les défis scientifiques les plus fous. Donc merci beaucoup d'avoir été présent avec nous pour discuter d'exploration. Je conclurai juste pour dire qu'on est vraiment dans l'âge d'or de l'astronomie. Vraiment, avec ces télescopes qui sont fabuleux, ces sondes extraplanétaires, c'est vraiment un âge d'or dont nous avons la chance de pouvoir être les témoins.
Ouais, merci à toutes et à tous. Il va y avoir une petite pause ici sur la scène Agora, comme tu le disais Julie, le temps des démonstrations aériennes d'avions de chasse un peu bruyantes. Mais on revient ici avec une conférence Mythe ou Réalité sur la vie extraterrestre à 16h30. Et on va parler de petits hommes verts. Donc soyez là, à tout à l'heure. Merci beaucoup.